Salut les amis et bienvenue sur cette plateforme. Cette dame que vous voyez sur cette photo, c'est une dame brillantissime, en fait, très intelligente. Elle est diplomate russe et certainement elle a fait les écoles en France, à Washington et tout. Mais le plus important, c'est la connaissance qu'elle a allé acquérir de ce côté-là. Et elle nous explique point par point pourquoi l'Occident est en déclin. Et les différents mots utilisés par l'Occident qui veut dire la même chose, mais qui sont en train de faire pour que les gens ne se braquent pas contre eux. Mais ils ne respectent pas le droit international, ils créent d'autres situations, les subterfuges, quand ils veulent attaquer l'Irak, quand c'est le Kosovo, quand c'est la Libye, ils créent des situations comme ça, ils mettent tout le monde, ils sont dans le flou, bref, ils sont dans le flou pour attaquer les gens. Et elle parle de la dislocation de l'Union soviétique qui était une erreur monumentale et un piège qu'on a tendu à la Russie. Et c'était une façon d'humilier la Russie. La Russie a certes été humiliée, mais seulement ils ne se rendent pas compte que ils ont humilié beaucoup de peuples dans le monde. Ils ont fait la même chose partout dans le monde, la colonisation, l'esclavage, néocolonisation, euh, imposer les choses aux gens, créer les instituts de Bretton Woods, des fonds monétaires internationaux, juste pour mettre le peuple sur les jutes. Et ça continue comme ça. Et ce sont ces gens-là qui donnent la leçon de démocratie au monde entier. Ça veut dire, ils entrent dans les pays, ils instaurent la dictature, parfois la kakistocratie, et ils prétendent être ceux qui font la promotion de la démocratie. Du n'importe quoi, les amis, parce que les faits sont têtus, c'est réel. Je dis pas ça pour blesser X ou Y, mais c'est des faits qui sont là. Tout le monde peut voir dans tous les pays où les gens l'ont intervenu, dans des pays où on a eu les casques bleus Nations Unies intervenus, on a vu que c'était la catastrophe dans ces différents pays. Le cas de le Congo démocratique est parlant. Personne ne parle de ces scandales qui se passent au Congo où on est en train de spolier ces pays juste parce qu'ils ont le colbert et beaucoup d'autres minerais que les gens utilisent pour leur laptop, pour leur téléphone, pour fabriquer des voitures. Le Congo, c'est un scandale géologique, pas par la force des Congolais, mais aussi par l'influence nocive de ce peuple de l'Occident, ou l'élite de l'Occident. Et cette élite comprador qui est là pour s'enrichir sous le dos du peuple africain, en train de faire la même chose partout dans le monde. Ils imposent des choses aux gens, mais ils ne se rendent pas compte, à un moment donné, les amis, que le monde bouge, les choses changent et qu'il faut qu'ils changent aussi pour s'adapter à la nouvelle nomenclature politique mondiale. Et aujourd'hui, ils s'attaquent à la Russie, ils encerclent la Russie avec l'OTAN, alors qu'au préalable, ils avaient clairement dit que non, nous n'allons pas faire cela. Aujourd'hui, ils sont en train de faire cela. Et ces diplomates éclairent la lanterne de peuples qui parlent la langue française parce que c'est très important de s'adresser aux différents peuples. Ceux qui parlent anglais, ceux qui parlent mandarin, ceux qui parlent russe. C'est important de s'adresser à ce genre-là parce que les gens doivent comprendre vraiment les enjeux. Tout le monde doit comprendre les enjeux parce que c'est marrant quand même de rester comme ça et penser que on peut continuer depuis des années 1700, continuer à manipuler un peuple jusqu'en 2000. On continue de les manipuler, on les esclavagise et tout ça. Non, it is not correct. You can't just keep the people under your control for quite some time. They are not benefiting everything. What you just want to do is keep them. They should be your workers. They should keep working for you. You should keep indebting them, and you understand. They use your money, you print as you want, they use, and then you're flamboyant. And at the end of the day, what are they getting? Poverty, want to come to your country, you block the way for them. You render it very, very difficult for them to have even the visa to come to your country. And the way you create this situation like this, you see every country, every single nation is vulnerable. But you have an impression today, or I have a feeling today that they messed up with Russia. They never knew Russia would resist this far. They never knew China is going to support Russia because when we talk about the GDP of world GDP, China, Russia, Brazil, South Africa, India, um, they have about 31% of the GDP. And then you also have the situation of the G7 countries is 30%. So you see, the BRICS are more powerful economically than the G7. So please, I suggest that we watch this video to understand the development of this diplomat. On regarde, les amis. Le processus qu'on est en train de vivre aujourd'hui est beaucoup plus puissant, 1000 fois plus puissant, je dirais, et plus fondamental que la disparition de l'URSS. En fait, la disparition de l'URSS a été avant tout une humiliation pour la nation russe et l'a entraîné la désagrégation de son territoire et le rétrécissement de sa zone d'influence.
Elle a aussi provoqué un déséquilibre dans la communauté internationale, étant donné qu'elle a supprimé le seul pays capable de faire contrepoids aux États-Unis et d'encadrer sa puissance. Mais ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine va au-delà d'un simple affrontement militaire. C'est très important de le comprendre. En fait, ce qui a commencé et ce qui a été envisagé au départ comme une espèce d'intervention humanitaire pour faire cesser les violations massives des droits de l'homme dont étaient victimes les habitants de l'Est de l'Ukraine à l'époque, a accéléré un processus qui signe la fin du monde occidentalocentrique, c'est-à-dire le monde qui existe à peu près depuis la Grèce antique. Je dis bien accéléré et non déclenché, puisque c'est un processus à la fois naturel, mais qui a aussi été accéléré par une succession d'erreurs de calcul de la part des Occidentaux. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit tout simplement que le roi Occident est nu, qu'il ne commande plus à travers la planète. Il a complètement échoué à imposer aux autres États sa volonté d'isoler la Russie. Il est obligé de quémander à genoux des ristournes sur les matières premières aux pays du Maghreb et du Golfe. La paupérisation est galopante. La dette est colossale. Sur le plan monétaire, l'opération russe a fait sauter le tabou qui était le commerce en monnaie nationale et non en dollars. Et sur le plan des valeurs, l'Occident s'est complètement décrédibilisé en tant que défenseur des droits de l'homme. Et si vous voulez, toutes ces gesticulations sous forme de sanctions, d'appels à créer un tribunal pour juger la Russie, de chahut-bahut médiatique, de faits grossiers, mais aussi de sérieuses querelles internes au sein du bloc occidental sont des spasmes d'agonie. Lisez la définition du mot agonie, c'est un état transitoire correspondant aux derniers instants de la vie et qui peut prendre l'apparence d'une lutte contre la mort lorsqu'il s'accompagne d'une agitation convulsive ou de réactions psychologiques telles que peur ou refus. Et c'est exactement ce à quoi on est en train d'assister. Quand je dis mort, j'entends en termes d'influence, en termes d'identité, une mort sociale. Cela semble vous réjouir. Je suis une diplomate, pas une sainte. Ce conflit entre la Russie et l'Ukraine se terminera bien un jour par un traité qui sera négocié. Quelle sera la base juridique de ce traité, vu que le droit international est aujourd'hui, malgré tout, assez mal en point? Le droit international moderne est le produit de l'évolution de la culture et de l'histoire, essentiellement européenne, qui prend racine au XVIIe et XIXe siècle. Ses caractéristiques principales, les trois caractéristiques principales étaient les suivantes. Le droit international a été utilisé pour consacrer la distinction entre les États civilisés d'un côté et les peuples, communautés et nations non civilisés de l'autre. Les civilisés étant les États européens et les non civilisés le reste du monde. Et pour protéger et perpétuer cette distinction. Première chose. Deuxième chose, bien que les États européens ne niassent pas l'existence d'autres pays au-delà de leurs frontières, leur personnalité juridique ne pouvait pas être considérée comme égale à celle des États du monde civilisé européen. Et du point de vue des Européens, devenir civilisé, ça voulait dire devenir comme un État européen. Et in fine, la décision finale d'accorder ce statut revenait exclusivement aux États civilisés, entre guillemets, européens. Ce qui, dans la pratique, voulait dire que les États tels que la Chine, le Japon ou la Turquie ne pourraient jamais devenir civilisés, ne pouvaient jamais appartenir à ce monde européen. Et troisième caractéristique, le droit international servait à justifier la légitimité de l'existence et de l'expansion des empires et de leurs possessions coloniales. Les concepts tels que souveraineté et civilisation se référaient exclusivement aux États européens. Et ces États étaient les seuls à définir leur contenu, les critères, les standards de civilisation et de souveraineté. La souveraineté, par exemple, des colonies était hors de question. Et les relations entre les empires et leurs possessions coloniales étaient fondées sur le droit constitutionnel interne des empires. Et les relations entre les colonies n'étaient pas régies par le droit international. Donc,
Ainsi, le droit international de l'Europe et l'ordre juridique mondial fondé sur celui-ci visaient à garantir la suprématie de l'Europe sur le reste du monde. Arrive le XXe siècle, et au XXe siècle, les choses n'ont pas fondamentalement changé. En fait, l'idée de la suprématie et de la supériorité des États européens sur le reste du monde est restée intacte, bien que le centre de cette Europe se soit déplacé vers les États-Unis. Les positions de départ des grandes puissances lors de la création de l'ONU ont été différentes, d'où les divergences dans la compréhension du droit international et des articles de la Charte des Nations Unies. Par exemple, pensez-y, la France et la Grande-Bretagne ont travaillé sur les concepts d'égalité souveraine des États tout en restant des empires coloniaux. Pour l'URSS et la Chine, les normes impératives du droit international avaient cette signification progressiste qui sera ultérieurement consacrée dans la déclaration de 1970 sur les principes du droit international, tandis que pour la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, les normes impératives du droit international signifient littéralement, comme la pratique ultérieure l'a montré, égalité souveraine entre leurs États, respect de bonne foi des obligations envers leurs États, non-recours à la force vis-à-vis de leurs États, non-ingérence dans leurs affaires intérieures, règlement pacifique des différends entre leurs États, etc. Donc ils ne reconnaissent pas les autres États comme leurs égaux. Et la légalité des actions de ces États-là, elle est jugée au travers du prisme du regard des États occidentaux avec à la tête les États-Unis d'Amérique. La consécration dans la Charte des Nations Unies des fondements de l'ordre juridique mondial n'a pas conduit à l'abolition de la politique et de la pratique de la dépendance coloniale, ni à l'interdiction de la guerre à grande échelle, ni à l'interdiction du recours à la force armée, ni à l'interdiction de la discrimination. Dans une mesure plus ou moins grande, toutes ces pratiques ont subsisté sous de nouvelles formes. Par exemple, la dépendance économique a remplacé le colonialisme classique. Les interventions militaires et le parrainage d'organisations terroristes a remplacé le recours à la force armée pour s'immiscer dans les affaires intérieures des États, etc. Et ces pratiques, cet état des choses, ne sont pas regardées comme défaillants, comme une défaillance du droit international, mais plutôt comme quelque chose de normal, puisque c'est exactement le contenu que les États occidentaux recherchaient dès le départ. Au concept d'ordre juridique universel, de communauté internationale, de valeurs et d'intérêts communs, se substituent les valeurs et les intérêts d'un petit groupe d'États. Et l'opposition à ces valeurs est considérée comme une menace pour l'humanité tout entière, pour le monde dans son ensemble. Les États occidentaux contournent les normes impératives du droit international en redéfinissant l'objectif, c'est-à-dire qu'on ne dit plus interdiction de recourir à la force armée, on dit lutte contre le terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. On ne dit plus interdiction de refuser au peuple le droit à l'autodétermination, on dit maintien de l'intégrité territoriale. On ne dit plus interdiction de s'immiscer dans les affaires internes des autres États, on dit responsabilité de protéger. En fait, comme les actes des États-Unis et des pays occidentaux sont clairement en contradiction avec le contenu littéral du droit international, un nouveau concept a été inventé qui s'appelle l'ordre fondé sur des règles, c'est-à-dire un ensemble de règles et de principes de nature et de caractère non juridique qui a pour vocation de justifier les actes des États exclusivement occidentaux. Et au sein d'un groupe d'États restreints. Vous avez vu, les amis, cet exposé de cette brillante diplomate russe qui nous explique exactement ce qui s'est réellement passé et ce qui se passe dans le monde. C'est aussi très intéressant d'écouter les brillantes personnalités comme ça qui peuvent éclairer beaucoup de personnes de façon vraie, honnête, de la réalité géopolitique mondiale. Merci d'avoir suivi. À très bientôt.